Bon, merci à tous d'être présents. Je sais que c'est un peu dur après après le déjeuner, donc c'est la pire conférence de la journée, parce que ça va être extrêmement technique et juridique. Donc vous avez bien choisi la conférence pour un petit somme après pour la digestion. J'ai reconnu quelques têtes. Il y avait des personnes qui étaient présentes ce matin à la conférence FICA Mavena peut-être. Donc ici, voilà, ça va être une conférence dédiée au sujet des métadonnées, une approche fonctionnelle, technique et juridique. Donc, moi, Octave Bory, je suis un des fondateurs de la société SetKeeper. À ma gauche, Cédric Monnier de la société Flemfy, Ocast TV. Et Mathieu Davy, avocat et spécialiste notamment donc, des sujets audiovisuels et des métadonnées. Donc on va vous proposer voilà, cette conférence sur un format assez réduit. On a prévu de faire à peu près 30 minutes et de laisser la place aux questions. Je crois qu'on a 45 minutes au total. Mais voilà, on va essayer de laisser de la place aux questions. Donc l'idée, c'est de faire une petite introduction juridique du sujet des métadonnées. C'est vraiment un sujet, je pense ici au Satis et à Screen for All, vous avez beaucoup entendu parler du sujet données, big data, algorithmes, ce genre de choses. Donc c'est un peu... on trouvait en fait l'idée de cette conférence, c'est qu'on trouvait qu'il y avait beaucoup quand même voilà, de grands mots qui étaient jetés comme ça, pas forcément par des gens qui maîtrisent toujours, il y a un peu de buzzword, etc. sur le sujet de data. Donc on voulait un petit peu mettre les choses au clair aujourd'hui, vraiment de parler de façon simple, mais quand même assez précise de ce sujet-là. Donc on vous propose de commencer par une petite introduction par Mathieu qui va un peu mettre les choses au carré d'un point de vue juridique, j'espère, grosse pression sur Mathieu. Et après, Cédric et moi, on vous présentera des use cases très concrets et on échangera avec Mathieu sur ce que ça implique en fait pour un producteur, pour des intermittents, pour un spectateur à titre individuel, le sujet de ces métadonnées. Voilà. Bonjour à tous, vous m'entendez? Appuie sur le micro. Donc bonjour à tous, je viens en paix, hein. Je suis avocat, mais je viens surtout pour vous donner un point de vue juridique, d'analyse, de conseil sur cette notion de métadonnées. Comment est-ce que la métadonnée est protégeable ou pas? Quel est son environnement juridique? Donc il faut raisonner sur ce qu'est d'abord une métadonnée. On parle de données de la donnée. On parle de la carte d'identité d'une donnée. Donc vous connaissez le droit des données personnelles classiquement. Est-ce que le droit des métadonnées, qui est une nouvelle notion, hein, évidemment, qui est en train de se construire en même temps que son approche technique, a un sens? Il faut réfléchir de manière assez avec le bon sens commun. Il y a des métadonnées qui sont brutes, donc de libre usage, de libre parcours. On pourra parler par exemple des données purement descriptives, la durée d'un film, ce genre de choses. C'est appropriable par tous, on pourrait considérer que c'est dans le domaine public, même si ce n'est pas tout à fait la notion à utiliser. La question en revanche qu'il faut se poser, c'est lorsque la métadonnée pourrait être sujette à protection. Et là, il faut avoir une réflexion très large. Une métadonnée, si par exemple c'est le titre d'un film, un titre d'un film en droit d'auteur, ça peut être protégeable, dès lors que c'est original et créatif. Donc, partir du principe que la métadonnée ne serait qu'une sous-donnée et serait un élément brut, par définition, c'est faux. Il faut raisonner à chaque fois et se demander si, dans le cas précis dans lequel on est, et on va rentrer dans le concret tout à l'heure avec des exemples, la métadonnée que j'ai est un élément purement descriptif, purement fonctionnel. Donc certes, si je décide en tant que producteur, en tant que collecteur de données, de l'utiliser, de l'exploiter, voire de la vendre, ce qui est tout à fait possible, il faut que je vérifie en amont si cette donnée-là est libre ou pas. Et si elle ne l'est pas, ça va vous poser un certain nombre de questions. Si je collecte une donnée qui est protégée par exemple par le droit des marques, parce que c'est une marque commerciale, je ne peux pas l'utiliser sans l'autorisation de la marque. Si ma métadonnée est protégée par le droit d'auteur, parce que c'est un morceau de dialogue par exemple, ou parce que c'est le titre d'un film, je ne peux pas l'utiliser sans l'autorisation du scénariste ou du producteur ou des ayants droit. Si ma métadonnée, c'est un savoir-faire, c'est-à-dire un savoir-faire en matière de technique, des secrets de tournage, une recette de cuisine qui est utilisée dans un document, je dois obtenir l'autorisation des gens qui l'ont créé et qui en sont les auteurs. Donc réfléchir aux métadonnées, c'est réfléchir dans le droit commun général de qu'est-ce qui est protégeable ou pas, qu'est-ce qui est utilisable ou pas, et ça c'est le réflexe à avoir. Une fois qu'on a passé cette première barrière, il y a la question de est-ce que je peux moi-même devenir un constituteur d'une base de métadonnées, comme il existe déjà des bases de données,
que tout type de collecteur peut créer. Et on peut créer une base de métadonnées comme n'importe quel autre producteur de base de données, mais avec ces mêmes règles, à savoir, il faut que j'obtienne les autorisations en amont si besoin. Et une fois que je les ai, qu'est-ce que je suis concrètement et qu'est-ce que je peux faire avec cette base de métadonnées? Est-ce que je peux l'exploiter? Est-ce que je peux la vendre? Est-ce que je peux l'utiliser? Donc ça, c'est des vraies questions à avoir. Et je dois, ça c'est le problème du juriste, mais je dois vous ramener vers un texte qui va bientôt sortir, qui est le règlement européen des données personnelles, qui sera mis en place à partir de 2018. Si vous êtes lié à ces matières-là, vous devez absolument avoir ça en tête, parce que ce règlement européen, qui couple des règles de e-privacy et de données personnelles, est beaucoup plus encadré et beaucoup plus normé que le droit existant. C'est-à-dire que désormais, si vous êtes collecteur de données personnelles, et donc de métadonnées, vous êtes obligé d'avoir un traitement extrêmement précis. Vous êtes obligé d'avoir des durées de conservation courte et réglementée. Vous avez l'obligation d'être extrêmement vigilant sur la manière dont vous allez gérer ces bases de données que vous pouvez créer, sous peine de dispositions pénales et d'amendes qui sont très élevées. Tout ça est fait évidemment pour protéger la vie privée des gens, tout ça est fait pour protéger le tracking de la data, le risque qu'effectivement on utilise des données au-delà des autorisations qui ont été faites. Donc il y a un vrai verrou qui est mis en place au niveau européen, et donc il faut garder cette vigilance. Voilà pour une première présentation, et je redonne la parole à des gens que vous préférez entendre, c'est-à-dire des professionnels. Mais effectivement, l'œil que je peux avoir, moi, si ça vous intéresse, c'est d'essayer de qualifier sur des situations en disant métadonnées libres, métadonnées protégées, et comment ça fonctionne. Merci. Merci Mathieu. Alors, on va passer à la deuxième partie de la présentation, où Cédric et moi on va vous présenter donc des exemples concret de mise en application de l'usage des métadonnées. Et donc, je vais commencer en fait avec un use case qu'on a fait avec la VRT, donc diffuseur chez nos amis belges, qu'on a fait d'ailleurs en coopération avec une autre société, Lamcraft, un des représentants, Robert est ici. Là. Donc c'était un pilote qui a été notamment cofinancé par le CNC, donc j'ai vu quelques-uns font la pièce, merci encore, où l'objet était justement d'identifier la matière en fait de métadonnées, qu'est-ce qui était intéressant dans le cas d'une production, donc, et comment ça pouvait être utilisé concrètement par un producteur à des buts de post-production, de diffusion, de marketing, etc. Donc il s'agit d'une série qui s'appelle, alors je prononce mal, peut-être Robert tu veux peut-être mieux le dire que moi. Exactement. Voilà, donc c'est un jeu de mots en fait sur en gros la tumeur cancéreuse. En fait c'est un peu pour le Téléthon belge. Une série qui va sortir, qui va être diffusée en février, 8 épisodes, qui était coproduite avec la VRT et Sylvester, et qui va sortir dans le cadre d'un dispositif Média 360, comme on dit, avec donc la série fiction classique qui va être diffusée sur la VRT, avec évidemment un visionnage disponible en ligne sur la plateforme de replay de la VRT, mais également du marketing, du street marketing avec des opérations de sensibilisation de la population, parce qu'on est vraiment dans le cadre d'un dispositif aussi pédagogique type Téléthon, de la web série, des produits dérivés, etc. Donc tout un tas de dispositifs dans lequel c'était intéressant d'avoir justement de faire des opérations un petit peu intéressantes. D'où l'intérêt justement, je vais développer un petit peu après, d'utiliser des métadonnées de production. Ce qui était aussi intéressant sur cette production, c'est qu'il y a des partenariats qui ont été réalisés en fait avec des marques. Donc là je vais couvrir un petit peu ça aussi, notamment des marques de vêtements, d'accessoires, etc. qui ont contribué à contribuer au financement de la série. Donc Mathieu, tu pourras peut-être su intervenir. Il y a des problématiques très concrètes pour les producteurs. Voilà. Alors je vais juste me redéplacer parce que mon laptop... ouais, je veux bien que tu... Ouais, avec les doigts peut-être, voilà. Donc pour ceux... Avec les pieds, s'il te plaît, Cédric. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, SetKeeper, voilà, c'est une plateforme en ligne qui sert à gérer la préparation d'un tournage. Donc vraiment, les utilisateurs finaux, donc les clients sont les sociétés de production, et les utilisateurs vont être des repéreurs de décors, des directeurs de casting, mais aussi le département régie, maquillage, etc. Donc vraiment toute la partie artistique. Et dans ce cadre-là, en fait,
la production qui utilise l'outil est amenée à récolter tout un tas de métadonnées. Donc de manière extrêmement concrète, ça va être un décor, par exemple, dans le cas d'un repérage, un décor va être proposé pour, voilà, dans le scénario, vous avez un décor, je ne sais pas, par une maison, voilà, la scène se passe dans une maison, le repéreur va proposer 4 décors différents, voilà. Et donc ces 4 décors vont chacun avoir des métadonnées qui vont lui être rattachées. Donc ça va être le nom de l'adresse, ça peut être le numéro de portable du, du propriétaire, le tarif de location, quel style architectural, la date, enfin, voilà, autant de données en fait que vous pouvez imaginer. Aujourd'hui, souvent, ce qu'on voit chez les productions, c'est que ces données existent plus ou moins formalisées, c'est-à-dire très souvent dans des Excel, ça reste sur les Dropbox perso des intermittents, des repéreurs, des régisseurs qui contribuent à la production, mais il n'y a pas de remontée d'informations on va dire régulière et standardisée auprès de la production. Donc là, un des enjeux sur cette production-là, c'était justement de standardiser la récolte de métadonnées. Bon, sans vouloir être trop technique, je pourrais éventuellement développer la suite de la présentation si ça vous intéresse. Un des gros sujets aussi de ce pilote, ça a été la définition du format de métadonnées. Donc il y a plusieurs formats qui peuvent exister. Il y a des formats qui peuvent être français, européens. Les Américains développent aussi leur propre format. Donc il y a un véritable enjeu, j'ai envie de dire, quasiment de souveraineté de la métadonnée, en tout cas dans notre industrie qui nous concerne. On a choisi de partir sur le format EBU Core, qui est un format standard qui est développé au niveau européen par l'EBU. Qui est utilisé, voilà, par la plupart des broadcasters européens, qui est un format qui est vraiment très bien fait et qui permet non seulement d'organiser la data de façon cohérente, mais aussi d'organiser les liens entre les datas. C'est en fait que vous allez dire, voilà, le costume de telle marque, donc comme disait Mathieu, ça c'est de la métadonnée sur le costume, il est porté, liaison, par tel acteur, tel comédien, qui joue au lien de liaison, tel rôle. Voilà, donc là, c'est un exemple un petit peu simple. On peut avoir des choses plus compliquées, mais voilà un petit peu ça, parce que tu peux passer, ça c'est nos heureux clients. Tu peux passer. Ouais, encore. J'ai changé de place parce que sinon ça va être compliqué. Non, c'est bon. Tu vis bien? Alors, non, parce que j'ai un super schéma. Je me suis dit, ça va être génial. À 14h, ils vont adorer. Alors, c'est parti. Ça, c'est le modèle de data qui a été mis en place sur cette production. Donc l'idée en fait c'était de récolter les métadonnées au niveau de la prod et après de les exploiter plus tard, c'est-à-dire permettre tout simplement, voilà, le cas d'usage simple, c'est pouvoir quand quelqu'un va regarder la série sur internet par exemple, et bien pouvoir lui dire bah tiens à tel instant, à tel moment, il y a telle marque de vêtements qui est portée par tel comédien, est-ce que vous pouvez l'acheter quoi. Ça c'est un peu le case study un peu simple, il y en a d'autres mais je vais rester sur celui-ci. Et donc nous les données en fait on les a exportées à la fin de la production chez une plateforme qui s'appelle Lamcraft, donc Robert est ici, et qui en fait vont coller ces métadonnées avec un format donc commun qu'on a développé ensemble, selon la norme EBU Core, et eux vont les exploiter, les rattacher aux vidéos, et donc on va exactement savoir à tel timecode, à quel moment, voilà ce qu'il y a à l'écran. Voilà. Et l'intérêt pour la production, c'est vraiment d'avoir les données les plus pures possibles, puisque vraiment vous avez les données de production qui viennent vraiment de la production, parce qu'évidemment, je pense qu'il y a eu plusieurs présentations sur le sujet, il y a d'autres prestataires qui font ça au Satis, il y a de la reconnaissance d'image, qui fonctionne plutôt bien, qui va vous dire voilà à telle image, tel moment il y a une veste noire qui est portée et la plus proche ça va être telle marque Zara. La problématique sur cette production là et qu'on retrouve en fait nous chez quasiment l'intégralité de nos clients, c'est que en termes de placement produit, en termes de deal qui est fait avec des marques, c'est que c'est pas suffisant de dire ah bah, il y a une veste noire, parce qu'en fait souvent ces plateformes là vont approcher ça avec des marques qu'elles ont en catalogue. Là sur cette, je ne vais pas dire qui était partenaire, mais il y avait vraiment des marques très spécifiques et donc ça ne pouvait pas être autre chose que cette marque là, sachant qu'il y a aussi des niveaux plus complexes, c'est-à-dire que vous avez la marque, mettons Zara, mais en fait le partenaire et le distributeur, qui n'est pas forcément Zara, qui peut être autre chose, donc voilà, vous avez de la complexité, bref. Donc l'idée en fait sur ce projet là, mais qui est réplicable sur d'autres, c'est de partir du script. Donc nous on a développé un moteur d'import de script qui va détecter automatiquement quel rôle il y a dans le film, enfin dans la série, quel décor, combien de scènes, des accessoires, etc. Il y a de la reconnaissance pour faire tout ça. Bien sûr, le script supervisor, les planeurs vont enrichir le script avec d'autres données. Et différents logiciels permettent de le faire. D'ailleurs, Final Draft par exemple, je ne sais pas si certains d'entre vous sont des auteurs, mais le logiciel assez standard pour écrire permet, maintenant aujourd'hui ils ont fait une mise à jour, permet d'enrichir le scénario avec des métadonnées. Donc ça c'est quelque chose aussi qu'on recommande, c'est dès l'écriture
prendre en compte le sujet métadonnées, ça c'est vraiment très très important. Et toutes ces données vont être en fait apposées sur du casting, des repérages, etc. Vont prendre en compte aussi le processus de validation artistique et financier. Donc le dire prod va dire ok c'est bon je valide le budget, le premier assistant va dire c'est bien, le réalisateur va dire bah, ok je prends ça, ça, ça. Donc là vous allez avoir des choix en fait qui vont être déroulés. Toutes ces données voilà, vont être packagées, centralisées, etc. Et vont être envoyées après le tournage en fait, vont être apposées aux dailies en faisant du contexte d'enrichissement, envoyer la post-prod, qui peut l'utiliser par exemple pour du montage, par exemple on peut dire voilà, pendant le montage, montre-moi toutes les scènes qui se passent à Paris, ou à tel endroit, et hop, le monteur va monter telle scène. Donc là, il y a aussi un bénéfice aussi plus technique, on va dire, je ne couvre pas forcément ça aujourd'hui, mais c'est aussi un des bénéfices de l'opération. Tout ça après, c'est envoyé dans un MAM, avec des données qui sont storées chez nous. Et après, voilà, après là ici, c'est la fête commence chez le broadcaster. Il peut utiliser ça pour voilà, des opérations marketing que je mentionnais. C'est vrai que si tu peux dérouler un petit peu, s'il te plaît, désolé. Voilà, tu peux passer. Voilà, donc c'est une série en 8 épisodes, donc je vous enverrai les slides si ça vous intéresse. Tu peux descendre. Encore un petit peu, encore. Voilà. Donc là, en fait, ici, c'est le démarrage. Vous allez importer votre script, donc le script est importé. Automatiquement, ici, là, on est dans le département casting, les acteurs sont reconnus. Les métadonnées ici vont être taguées. Donc là, automatiquement, on va dire, ok, ça c'est une métadonnée qui appartient à l'épisode 1, 2, 3, telle scène, etc. Est-ce que c'est un jour-nuit, est-ce que c'est intérieur-extérieur, ce genre de choses, ça c'est fait automatiquement. Ici, vous avez le workflow qui permet de dire, ok, c'est un item du scénario qui a été validé, qui n'a pas été validé. Donc ça c'est très important parce que ça permet notamment de faire des making-of ou des applications second écran pour dire, ah bah ça c'était le décor secondaire qui n'a pas été tourné. Cédric, tu peux encore... Désolé Cédric. Voilà, donc concrètement, voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai un peu flouté, mais vous avez ici notamment les informations. Donc ça peut être par exemple le lien IMDb de cet acteur-là très spécifique, la langue qui parle, son numéro de téléphone, etc. Je peux encore passer. Voilà, donc ça c'est pareil pour les décors avec un workflow un petit peu différent et des métadonnées un petit peu différents. Hein. Ici, c'est le workflow dont je parlais. Donc là, parmi ici, vous avez des exemples en fait où ce décor-là, la villa d'Evrint, a été validé, mais les deux autres propositions de décor n'ont pas été approuvées, mais c'est quand même intéressant pour la prod de garder cette info-là, et ça pourrait être envoyé pour des opérations marketing. Ici, vous avez les assets, donc ça va être typiquement les photos de repérage, des photos prises on-set, des choses comme ça, des datas, voilà, donc ça peut être intéressant aussi, ils s'en servent notamment pour tout ce qui est partie web-série. Sur la partie le décor, vous avez tout un tas de données, donc là j'ai un peu effacé pour des raisons de confidentialité, mais il y a la superficie, l'éclairage, quelle lumière il fait à telle heure, etc. Alors pour les accessoires, j'ai fait un focus un peu plus important, tu peux dérouler. Donc là vous avez vraiment des items de la prod. Hein. Là par exemple ça c'est des accessoires vraiment qu'ils ont utilisés, donc il y a vraiment les photos qui ont été mises dans le catalogue en amont de la prod. Tu peux descendre Cédric si tu veux. Voilà, avec les photos, je peux encore dérouler. Voilà. Et alors là, voilà, ça c'est intéressant, je m'arrêterai ici. Typiquement sur cet exemple-là, vous avez vraiment le prix qui a été acheté par la prod, le prix de l'objet, son ID parce qu'il est utilisé pour des catalogues, et surtout vous avez l'URL en fait du prestataire qui a été validé par la prod. Donc c'est notamment ça qui est très intéressant, c'est qu'après ils peuvent réutiliser cette URL-là très spécifique pour après que si quelqu'un veut l'acheter plus tard, par exemple, c'est vraiment cet item-là qui a été validé par la production. Et pas un autre. Donc ça c'est vraiment très important quand ils font des opérations marketing. Voilà. Je vais passer à la dernière. Voilà ce que c'est. Cette production c'est très innovante et se démarque au-delà de son utilisation des métadonnées aussi par un dispositif de captation qui est assez intéressant aussi avec différents types de matériel, des green screen, des choses assez intéressantes. Voilà. Alors sur la partie, maintenant je vais t'agresser Mathieu de mes questions. Tu as l'habitude. Tu as le micro. Ouais. Nous, la question qu'on a souvent de la part des producteurs, s'ils disent ok, un repéreur va travailler en fait sur ma série, sur mon film, il va passer du temps, je le paye pour ça, et ces photos en fait, ce sont ses photos. Finalement, c'est lui qui prend les photos. Est-ce qu'après la production, moi en tant que producteur, est-ce que je peux exploiter ces données-là pour après les revendre à la chaîne, par exemple? Ça, on nous pose cette question-là très très souvent. Qu'est-ce qui se passe? Et aujourd'hui, nous on a du mal parfois à leur répondre. Voilà, à qui appartiennent les données, qu'est-ce qui est possible? Alors, par exemple, si c'est des données de décor, voilà, ou si c'est des photos d'accessoires, des choses comme ça.
Alors là, on rentre dans le vif du sujet et vous êtes certainement tous assez à l'aise avec la notion de propriété littéraire artistique, de droit d'auteur, mais ça va poser un problème. Parce que dans ce que tu dis et dans ce qu'on peut voir, il y a l'information brute, donc ça peut être une localité ou une fiche produit, mais après il y a l'image. Et évidemment qu'une photographie, elle est protégeable, elle est éligible à la protection par le droit d'auteur, dès lors qu'elle est originale, toujours les mêmes critères que vous connaissez bien, mais par son cadrage, par sa prise, si la photographie est une réelle photographie, elle est protégée. Donc si elle est protégée, l'auteur, le photographe, doit consentir, doit donner son autorisation, doit céder ses droits pour qu'il y ait une exploitation. L'exploitation que tu vises. Parce que si c'est juste la conservation en interne, à la limite, il y a une tolérance. Mais si c'est une réexploitation derrière, même commerciale, on est bloqué par le droit d'auteur. Et donc, il y a effectivement à ce moment-là un sujet juridique. Une fiche produit peut aussi poser un problème, car cette fiche produit, le produit c'est un dessin et modèle en propriété industrielle, elle est protégée par la marque en tant que telle qui a créé ce produit, et elle pourrait s'opposer, même si c'est son intérêt, mais elle pourrait quand même s'opposer à l'exploitation commerciale de l'image du produit, parce que c'est protégé. L'image d'un décor, par exemple, qui montrerait une maison d'architecte. J'ai eu le cas pour un client producteur qui a tourné tout un film dans une maison d'architecte, et ils avaient juste loué la maison pour le tournage. Mais ils n'avaient pas obtenu les droits de l'architecte de montrer la maison dans le film. Il ne faut pas oublier que le droit de l'architecte, il n'est pas que sur le physique, il n'est pas que sur l'immobilier, il est aussi sur l'incorporel, c'est-à-dire la représentation, l'exploitation de son œuvre d'architecture. Donc il faut faire très attention, parce que ces droits-là, on est censé les obtenir si on veut derrière pouvoir exploiter les choses. Est-ce que je réponds à ta question? Oui, oui, c'est alors parce que bon, je pense que c'est un début de réponse. Ça, c'est les avocats en fait. Oui. Première partie de réponse est gratuite, mais après, je plaisante. Euh, la question concrètement, c'est que certains producteurs qui sont plus matures sur ces sujets-là commencent à se dire, tiens, il y a peut-être un moyen en fait peut-être un levier financier, un levier voilà, économique de ces métadonnées. Donc là, on est sur le cas d'une grosse production pour une chaîne, etc. Mais même pour d'autres types de formats. Donc si je comprends bien, en fait, c'est un producteur devra vraiment faire signer un nombre important de personnes une cession de droits, c'est ça? Patrimoniaux et moraux, j'imagine, pour après pouvoir éventuellement revendre ces métadonnées-là. Voilà, parce que nous, on a certains producteurs, ils nous disent cash, ils disent bah, les intermittents, je les paye, donc en fait, leur travail, c'est le mien. Et oui, mais c'est toute la subtilité du droit d'auteur qui est un droit incorporel, encore une fois, et pas corporel. C'est pas lié à l'exécution du travail, c'est pas lié au contrat de travail. Vous le savez bien, d'ailleurs, un artiste-interprète ou un réalisateur, il est payé en salaire pour l'exécution de son travail, mais il est aussi payé en droit d'auteur pour la cession de ses droits. Et là, dans ce cas de figure, on touche vraiment aux deux. Alors, il ne faut pas être trop pluraliste que le roi. La plupart des documents dont on parle sont des documents banals, et s'ils sont banals, ils ne sont pas protégeables. La photo d'un hangar, aussi, prise de manière très statique, elle est purement descriptive. Si elle est purement descriptive, ça devient une donnée dite de description, donc une métadonnée de description, donc elle n'est pas protégeable. C'est simplement qu'il y a un travail en amont à faire par le producteur ou par le collecteur de la base pour trier ce qui relève de ce que j'appelais tout à l'heure la métadonnée brute, de description, de qualification, des choses qui sont véritablement un travail technique et qui n'est donc pas lié au droit d'auteur, de ce qui pourrait l'être. Et c'est ce qui peut l'être qui peut devenir problématique si tu n'as pas les droits, par exemple d'une photographie d'art, d'un objet protégeable, d'un titre qui serait protégeable. Et là, il faut, si on est rigoureux et qu'on veut éviter toute difficulté avec un ayant droit ou un artiste, on est censé obtenir les autorisations en amont. Alors c'est pas forcément des sessions rémunérées. Tu peux obtenir l'autorisation d'un photographe, d'un titulaire de droit pour pouvoir exploiter la donnée en tant que telle, qui est une donnée protégée. C'est vraiment ça la distinction. La métadonnée libre de droit de la métadonnée protégeable. D'accord. Et alors là, c'était donc un peu la vision, on va dire, producteur. Et maintenant, si je pose la question d'un point de vue industrie technique, donc par exemple un vendeur de caméras qui voilà, il récupère des données sur des films, etc., sur des données techniques, éventuellement il a peut-être envie de se faire un catalogue de métadonnées pour éventuellement l'exploiter plus tard.
Voilà, nous concrètement chez Setkeeper, mais j'imagine on va venir chez Flamefy, nous aussi on accumule un nombre de données assez intéressantes sur les productions, etc. D'un point de vue voilà, d'industriel de la filière, est-ce que on pourrait, je dis on au sens large, exploiter certaines de ces données, ou est-ce qu'il faut obtenir l'accord, repasser dans l'accord que tu mentionnais, c'est-à-dire avoir l'accord du producteur qui lui-même doit avoir l'accord de ses équipes? Le droit d'auteur est taquin. C'est vrai que théoriquement, il faut toujours respecter ce formalisme de la cession de droit. Cela étant, le producteur, lui, peut garantir ça à son post-prod ou à son producteur exécutif, au prestataire avec qui il travaille. Mais il faut qu'il y ait une chaîne de droit. Hein. Vous connaissez cette notion de chaîne de droit, s'assurer que en amont et en aval, tout le monde a obtenu l'autorisation ou la cession. C'est une théorie. Maintenant, cette théorie, elle peut être assouplie en pratique et dans un travail quotidien. Mais vous savez qu'il suffit d'un incident, il suffit d'une violation pour mettre en péril une production, ou en tout cas pour avoir un contentieux qui va véritablement vous enquiquiner, et qui aura été fait de bonne foi par un titulaire de droit qui dira « je suis désolé, c'est ma maison, c'est ma photographie, c'est mon savoir-faire que vous reproduisez là dans une base de métadonnées et j'ai pas donné mes droits et donc je vous demande de le retirer ». Et parfois c'est très compliqué du coup d'avoir à te rétracter d'une exploitation que tu as déjà commencé à faire. Donc ça c'est un peu de pédagogie et en tout cas un peu de vigilance à avoir en amont. D'accord. Donc en fait, un peu pour résumer, si c'est des métadonnées descriptives, ça veut dire, on va dire, voilà, ça c'est l'adresse du décor que tout le monde peut objectivement déterminer. C'est en briques, c'est une architecture 1930, etc. Ça, c'est pas protégeable entre guillemets. Donc ça, c'est des données qui peuvent être des métadonnées qui peuvent être exploitées, on va dire librement, c'est ça. Par contre, dès que ça implique un droit plutôt patrimonial, c'est ça, un droit d'auteur, là par contre, à mettre dans un contrat pour se protéger. Exactement. Si je décide de tourner au Dock de Paris, de prendre et qu'on voit en fond le logo des Docks de Paris, qui est un logo protégeable, qui est peut-être une marque déposée, ou le Satis, je décide de tourner un mini-événement là dans le Satis et restera dans une métadonnée la marque Satis, je dois avoir l'autorisation du Satis. À l'inverse, le simple fait d'avoir tourné ici dans cette salle, c'est une donnée totalement descriptive et banale. C'est un peu ça la subtilité. Si vous avez Si vous voulez qu'on creuse un peu cette explication, n'hésitez pas parce que ça peut être technique, mais voilà, c'est vraiment ça le point de vigilance. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Vous voulez qu'on passe peut-être au deuxième use case qui couvre d'autres usages de la metadata, ou si vous voulez on gardera les questions pour la fin peut-être parce qu'il y a peut-être aussi des réponses. Voilà. Mais, okay. Tu passes sur PowerPoint. Ouais, attends. Ouais, hop. Je te donne le micro. Merci. Alors moi, je vais vous parler de l'autre extrémité du spectre. On a vu ce qui se passe lorsqu'on construit un programme, donc vraiment la pré-production. Nous, on est en bout de chaîne, on est sur la distribution de ces contenus. Je vais juste vous expliquer top chrono en 2 minutes ce que l'on fait. C'est juste pour que vous compreniez en fait quelles sont les étapes qu'on capture de la donnée. Et après, je vais vous faire... alors, j'ai pas un schéma un peu compliqué comme le tien, j'ai pire en fait. J'ai des copies d'écran de plein de widgets de données. Donc, c'est pas pour vous faire peur non plus, mais c'est juste pour illustrer derrière. Je vais vous expliquer comment, en fait, nous, on va qualifier une information qui va aller vers, en plus, un avis quasiment subjectif sur la qualité d'un contenu ou la qualité d'une audience. Et donc là, ce sont des données qu'on génère. Nous, on est vraiment dans l'enrichissement de la donnée, ce qui va poser plein d'autres questions que je vais essayer, on va te submerger de questions après, mais est-ce que c'est, là encore, c'est plus que taquin, je pense. Très rapidement, on a 2 activités, en fait, on regroupe 2, on va dire, 2 produits. On a un premier produit qui s'appelle Ocast. En fait, c'est une solution qui permet de construire des plateformes de distribution multi-écran. Donc, c'est ce qu'on aime bien appeler, c'est l'équivalent d'un Netflix en un clic. C'est-à-dire qu'on est capable, nous, aujourd'hui, de construire et de mettre en ligne, en moins d'une semaine, une plateforme de vidéo avec toute la monétisation, tous les mécanismes classiques de recommandation, etc. Donc ça, ce sont des produits qui sont là. On commence par prendre tous les contenus, donc des gros catalogues de contenus, avec là aussi les métadatas classiques que tu citais au préalable. Et on va construire une belle vitrine sur n'importe quel type d'écran et on va gérer le fait qu'à un moment, quelqu'un veut regarder tel ou tel contenu en abonnement, en achat et compagnie. Donc c'est relativement classique. La deuxième partie qui est... le complément, c'est en général lorsqu'on en a un point pour être vu, ce qui va assez rapidement manquer, c'est l'audience qui va venir voir.
Donc on a construit, et c'est les fondamentaux de toute notre plateforme, en fait, on a construit un certain nombre de technologies qui sont basées sur, je vais aller capturer de l'information pour comprendre en fait ce qui intéresse vous, moi, Octave, tout le monde, sur les réseaux sociaux, sur le web, sur un certain nombre d'endroits qui sont donc des espaces qui sont réglementés chacun par des règles. Facebook a ses règles, Twitter en a d'autres. C'est toujours en général assez flou, la plupart du temps et surtout très changeant. Donc on va récupérer de la donnée qui est publique, je commence à insister sur les mots importants, et on va mettre tout ça dans une espèce de grosse base de données. Et on va commencer à faire des calculs. On va commencer à déterminer et à qualifier en fait à quel niveau une personne s'intéresse à un sujet qui est traité en fait par un des contenus de nos clients. Donc on va aller très rapidement sur mesurer de l'activité, mesurer, analyser des mots, analyser des tweets, des posts. Donc on va prendre beaucoup d'informations qui est structurée, parce que ce sont des phrases la plupart du temps. Twitter, parfois, c'est pas vraiment des phrases, mais enfin, c'est des expressions personnelles qui sont faites par des individus, et on va en déduire un certain nombre d'informations qu'on va traduire chez nous, d'autres métadatas. Du genre, on va commencer à faire ce qu'on appelle la classification. On va commencer peut-être à un moment à dire, tu vas être mon bouc émissaire, hein, Octave. Octave est un influenceur sur le cinéma d'auteur et en même temps est très intéressé depuis 3 mois sur, vas-y, aide-moi, sur un sujet X ou Y et semble relativement critique, voire très critique sur un autre sujet. Donc on a construit ce qu'on appelle un profil. Je sais tout sur toi. C'est un profil qui en plus varie au cours du temps. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, Octave va changer d'avis sur certaines choses ou va en découvrir d'autres. Donc c'est un profil qui est basé sur des analyses d'action, de sens, etc. Et là, on est arrivé à des choses, évidemment, où je vais m'en retourner vers toi, évidemment, c'est que globalement, Octave ne s'en est jamais rendu compte, n'est pas au courant que l'on fait ça. Donc ça peut déjà poser des premières questions. Est-ce que tu as le voyant rouge qui s'allume ? Le voyant rouge va s'allumer parce que là, on est sur une notion très importante qui sont les données personnelles d'êtres humains. On n'est pas sur des données techniques de description, on n'est pas sur du droit d'auteur. Et les données personnelles, c'est un sujet brûlant, j'en parlais tout à l'heure en introduction et qui est renforcé maintenant par ce fameux règlement européen qui va être appliqué en 2018. Toute la question est de savoir comment est-ce que l'information est venue à toi. Il y a des informations effectivement dites publiques, mais il faut savoir, et c'est tout l'enjeu des données personnelles, et donc là je parle des organismes qui sont susceptibles de les exploiter. Vous collectez des données personnelles d'individus, on a toujours, en tant qu'individu, un droit de rétractation et de modification. C'est-à-dire que si moi, par exemple, à un site internet, à un réseau social, à une marketplace, j'ai donné mon âge, et que je décide plus tard de ne plus vouloir le laisser, donc je vais rétracter ma donnée personnelle sur mon âge, j'ai le droit absolu de le faire. Et si je voulais notifier, vous avez l'obligation de respecter mon choix. Et donc d'effacer, de détruire cette donnée personnelle que vous ne pouvez plus exploiter à ce moment-là. Et si vous l'exploitez quand même, vous êtes sous le coup d'une peine, d'une poursuite pénale et d'une amende extrêmement élevée au titre du droit des données personnelles. Donc ça pose un problème, c'est ce problème de rétractation et de gestion de ce catalogue de données personnelles qu'on peut avoir. Donc sur les personnes physiques, sur les individus, il faut être très vigilant parce qu'on ne peut pas considérer qu'à date, dès lors que j'ai collecté et que j'ai déclaré que je suis en règle avec la CNIL, avec les différents offices de déclaration et de collecte de données personnelles, que à date, c'est réglé, c'est vivant. C'est vivant comme l'est l'être humain et que des personnes peuvent décider de modifier leurs données personnelles, de modifier l'accès à leurs données personnelles, de modifier ce qu'ils vont donner ou ce qu'ils vont ne plus donner. Ils ont le droit de mentir, ils ont le droit de changer. Et toi, en tant que collecteur et que traiteur d'une base de données personnelles, tu es obligé de suivre cette évolution-là. Donc, vigilance là-dessus. Et tu dois du coup aussi répercuter cette vigilance à tes sous-traitants et à tes partenaires, à qui, bien entendu, tu vas donner des licences d'exploitation ou des droits d'utilisation de ta base de données personnelles. Alors je creuse le sillon. Donc on a implémenté les formulaires pour le droit de rétractation, pour dites-moi ce que vous savez sur moi, etc. Je continue dans mon exemple. Aujourd'hui, nous on utilise dans nos algorithmes 42 variables différentes. Et je ne vous dirai pas lesquelles, parce que c'est les secrets de la tambouille. Qui est protégé de plus. Mais du coup, si moi, lambda aussi, Octave, trouve que c'est quand même curieux, etc., qui fait une demande, je voudrais savoir ce que vous savez sur moi.
Si je lui donne l'intégralité de ces informations-là, et si Octave est malin, et il est plutôt malin, il peut arriver à en déduire en fait une partie de mes secrets de fabrication. Comment je traite ça? Non, tu n'as pas l'obligation de répondre à la question « Qu'est-ce que vous savez sur moi ?» Car tu n'es pas, il n'y a pas une présomption de culpabilité de collecte de données. Si j'ai l'information que tu as des données sur moi, c'est à moi de savoir lesquelles et je dois moi identifier la donnée dont on parle. Si, par exemple, j'ai l'indication que tu as un compte bancaire rentré dans une de tes bases m'appartenant, je te demanderai de confirmer que tu as bien la donnée personnelle compte bancaire au CIC que j'avais rempli à l'époque pour acheter quelque chose, et je peux te demander de l'effacer. Mais je ne peux pas te poser une question du type « Qu'est-ce que tu as sur moi ?» Parce que ça, c'est une preuve négative qu'on ne peut pas apporter et que les sociétés commerciales n'ont pas l'obligation de divulguer. Ça ne fait pas partie du droit des données personnelles. Il faut identifier le sujet dont on parle. Ok. Et, bah, du coup, tu dis que tu as 42 variables, c'est ça? Chut. Un nombre important de variables, un nombre effrayant de variables. C'est-à-dire que là, vraiment, moi, tu as un profil sur moi, c'est-à-dire que je suis obligé de dire, voilà, c'est 42 variables, mais des fois, je ne suis pas conscient, je ne sais même pas. Moi, je vais dire, ok, Cédric, sur Flamefy, il a mon nom, mon âge, les types de films que j'aime bien, d'accord. Donc, je peux lui dire, ok, ça, j'ai envie que tu retires de ta base. Mais si je lui dis, je veux spécifiquement que tu retires, donc là, les autres, les autres sont notre secret, finalement, il va pas pouvoir le retirer, c'est ça. Donc ça, là, il y a un problème. Ah oui, oui, bien sûr. Non, non, il faut pouvoir accéder à la demande de retrait de toute donnée personnelle qui peut être faite par l'individu. Ça, c'est un droit qu'on a tous. On peut s'en féliciter en tant que particulier. Ça pose un problème en tant que professionnel dès lors qu'on est dans l'économie de la gestion de bases de données et d'exploitation. Mais à part des données, il n'y en a presque plus. On pourrait imaginer que des données personnelles publiques sur des individus, mais il n'y en a presque plus. Ton nom t'appartient, ta date de naissance t'appartient, ton état civil, ton adresse, tout ça, c'est de la data qui nous appartient et sur laquelle on a le pouvoir absolu de direction, c'est-à-dire de pouvoir interdire ou autoriser sa divulgation. Et on va dire, pour reprendre un peu quelque chose qui est sur les deux solutions, par exemple, nous, dans la production qu'on a fait avec la VRT, par exemple, on avait des acteurs qui ont une fiche IMDb ou Allociné. Dessus, il y a leur nom, prénom, le naissance, une petite bio, leur âge, etc. Et eux, ils peuvent dire, par exemple, ok, je suis ok. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il faut que le producteur ait déjà l'accord pour récolter ces données, même s'il les prend d'IMDb, par exemple. Donc, c'est-à-dire que l'acteur peut dire, je l'ai mis sur IMDb parce que c'est mon profil professionnel, on va dire, mais par contre, je veux pas que tu l'utilises après pour les revendre à Ocast ou Flamefy. Il y a plein d'artistes, de comédiens qui refusent d'être sur IMDb, qui bloquent certaines données qu'ils souhaitent y mettre, qui mentent. Il y a des acteurs, des actrices qui ont des âges très différents sur Internet, dans les bases de données qui existent. Et ça, on doit le respecter. Pour qu'on se comprenne bien, on parle bien des données personnelles identifiées. Maintenant, de dire j'aime la glace à la menthe, si tu as réceptionné toutes les informations qui vont être ensuite anonymisées et qui vont te permettre de faire des statistiques, par exemple, m'échappent totalement. Mais dès lors que je ne suis plus rattaché à cette donnée, on a heureusement la capacité de traiter ces données. Une fois que tu as géré des outils statistiques, tu peux les maintenir sur l'information que tu vas donner. Mais il faut décorréler l'auteur de la donnée elle-même. Ça, je pense que c'était clair. C'était le cas, mais c'est bien de le rappeler. Je continue rapidement. Là, j'ai parlé de l'audience. Donc, une fois que j'ai bien compris ce qui intéressait les gens, je vais me mettre en corrélation avec un catalogue de contenu. Et donc, je vais m'intéresser au contenu. Et j'ai exactement la même stratégie. C'est que je vais essayer de comprendre vraiment la valeur, je dirais, intrinsèque du contenu et après la valeur pour cette audience. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'au début, je vais commencer avec les métadatas classiques, BU, etc. Et comme je vais trouver que ce n'est pas très complet la plupart du temps, je vais, moi, analyser donc, en utilisant différentes technologies de vidéo, et je vais enrichir en fait mon stock de métadatas en allant à découper les plans, par exemple, déterminer si c'est nocturne, diurne, déterminer les endroits. Et donc, pour chaque image, j'ai toute une suite d'informations qui ne m'ont pas été fournies par l'ayant droit, je dirais, quelque part. Donc, j'ai rajouté, j'ai enrichi de l'information. Cette information, aujourd'hui, c'est moi qui fais le travail, dire prestataire technique, pour le compte de mon client donc, qui a lancé sa plateforme. Donc, c'est lui qui a acheté les droits, en tout cas, de ces contenus à la base. À qui appartiennent les données que je viens de rajouter? Alors là, ça devient intéressant puisqu'on est sur la
constitution d'une base, dès lors qu'en amont, on vérifie d'avoir les droits, alors soit on n'a pas les droits, ce qui n'est pas grave puisque la donnée est brute, soit c'est des données protégeables et j'ai les droits, on bascule dans quelque chose qui devient très intéressant, c'est qu'on est en train de constituer une base de données ou de métadonnées. Et là, il y a un nouveau droit qui intervient, qui naît pour le producteur. Tu deviens producteur de base de données, ce qui est un droit qui te protège, et qui protège du coup cette création globale, donc la globalité, pas individuellement chaque donnée, qui elle reste de la propriété de son auteur ou du domaine public si elle est brute, mais tu deviens toi-même du coup titulaire d'un droit de propriété sur la base en tant que telle. Alors il y a 2-3 critères à avoir. Il faut avoir investi, il faut avoir créé des investissements matériels pour créer cette base, et il faut l'avoir agencée de manière relativement originale et créative. On retombe sur les critères du droit d'auteur. Mais dès lors que ces 2 critères sont assumés, cette base t'appartient. Ce qui fait que cette base t'appartient, personne n'a le droit du coup de l'exploiter sans ton autorisation. Tu peux accorder des droits de distribution et de licence à un certain nombre de tiers et de partenaires. Personne ne peut exploiter ce qu'il y a dans la base sans ton autorisation à toi aussi. Du coup, maintenant, il y a 2 titulaires. Il y a le titulaire de la donnée à l'origine, dès lors qu'elle est protégeable, et il y a le producteur de la base de données dans laquelle elle est incluse. Et ça, c'est intéressant parce que d'un côté, il y a cette vigilance de faire attention de ce que tu collectes, mais une fois que cette collecte elle est faite de manière propre et légale, elle t'octroie un droit. Et un droit finalement corporel et incorporel d'exploitation. Et donc c'est un peu l'effet vertueux de la situation qui te permet toi derrière de la monétiser, de l'évaluer comme un actif, comme un fonds de commerce presque. Parce que derrière cette base, plus elle va s'alimenter, plus elle va se nourrir d'elle-même, plus elle prend de la valeur. Donc c'est l'aspect positif du schéma qui nécessite simplement que ta chaîne, encore une fois, soit clean, que tu aies l'autorisation des titulaires à la base. Alors je boucle la boucle. J'ai extrêmement bien compris ce qui intéressait un certain nombre de personnes. J'ai extrêmement bien compris ce qu'il y avait à l'intérieur d'un contenu. Je vais donc faire le matching évidemment entre les deux. C'est un peu le but de l'opération. Et au bout d'un moment, je suis capable de me rendre compte qu'en fait, ce film, ce doc, correspond à une population extrêmement précise si je veux être sûr que ça marche bien. Donc cette connaissance, cette intelligence me permet de commencer à pouvoir même dire quelle est la valeur d'un contenu par rapport à une audience particulière. Et je peux me dire au bout d'un moment, mes docs, ils sont vraiment très très bien, et en fait, je les vendais 4,99 €, mais je me rends compte que, j'invente en même temps l'exemple, mais dans le nord de la France, par exemple, en fait, je pourrais le vendre plus cher. Faire de la discrimination, c'est ça? C'est bien sûr, mais positive. Donc, j'arrive à faire une qualification totalement subjective, mais claire, d'un contenu, donc de la valeur d'un contenu par rapport à une audience particulière. Toujours la même question, c'est à qui appartient cette information et qu'est-ce que je peux en faire? Oui, et dans ces cas-là, on est sur le marché classique. Là, on est sur le résultat vertueux de la capacité d'avoir créé une base de métadonnées pertinente sur un public ciblé. Donc la personne qui va recevoir finalement l'information n'a pas de difficulté avec ça, puisque tu es évidemment en droit d'avoir réussi à qualifier une cible et une audience. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de difficulté. Et c'est dès lors que justement en amont tout a été fait correctement, c'est ce qui te permet justement d'arriver à l'exploitation vertueuse de la base. Donc tu n'as absolument de ce point de vue-là aucune difficulté. Ça pose individuellement souvent la question qu'on a très souvent de voir qu'on a des publicités ciblées sur nos réseaux sociaux et sur les sites. Ça s'appelle de l'intelligence artificielle, c'est des algorithmes intelligents publicitaires. Dès lors qu'il n'y a pas la preuve que cette publicité ou cette information vient à moi parce qu'elle ne respecte pas mes données personnelles et notamment mon droit de rétractation, on est aujourd'hui sur la liberté du commerce et de la publicité, donc il n'y a pas de difficulté sur ce point-là. Tout va bien alors. Bah oui. Ah. Alors, il y avait une question là-bas. Moi, par exemple, si je confie 1000 heures de programme à quelqu'un qui les distribue, il va récupérer des métadonnées, mais le producteur, il n'a aucun droit alors sur les métadonnées. C'est le distributeur qui va garder la base, et si jamais je retire, j'ai laissé les droits pendant 4 ans, je reprends les 1000 heures de programme, les métadonnées, toutes les informations et toute cette audience, elle reste au distributeur. Le producteur, il n'a aucun droit dessus. Alors, encore une fois, ça va dépendre de plusieurs points. Est-ce que le producteur, est-ce que ces métadonnées dont vous parlez, elles sont
elles sont éparpillées ou est-ce qu'elles ont été vraiment constituées dans une base de données du producteur? Ce qui sera a priori le cas. Dans ces cas-là, le producteur, alors en plus, le mot producteur est utilisé dans les deux cas. Là. Il y a le producteur du programme et le producteur de la base de données. Donc, si c'est la même personne, elle est détentrice. C'est pas la même. Le producteur, il a les droits du film, Oui, il a les droits de 1000 heures, oui, il va les confier à quelqu'un qui les met soit sur YouTube, soit oui. sur la plateforme, etc. Quand il va les récupérer au bout de, ils ont un Qui peut récupérer la base, non 4 ans, il récupère ses films et il récupère la base aussi de données ou Il récupère ses œuvres, parce que ça il est producteur de l'œuvre, mais là, si la base qui a été confiée à un distributeur a été constituée par le distributeur, elle appartient au distributeur. Sauf les données dont il est lui-même propriétaire. Effectivement, par exemple, l'exemple qui est super connu par rapport à ce que vous dites, c'est par exemple Netflix. Par exemple, Netflix ne donne pas les statistiques de visionnage, etc. Donc, c'est-à-dire que les producteurs qui mettent leurs œuvres sur Netflix ont zéro accès. Nous, on avait par exemple Fédération sur Marseille, par exemple. À l'oral, comme ça, ils leur disent ça marche bien. Mais ça marche bien dans tel pays, à la rigueur. Mais ils ont zéro information pour la raison que Mathieu évoque. C'est-à-dire que Netflix, c'est eux qui sont propriétaires de la base, en fait, de la base de données. Et effectivement, le producteur est titulaire des droits de patrimoine, on va dire, de l'œuvre. Mais effectivement, voilà, c'est Netflix à leur bon vouloir, parce que c'est eux qui génèrent la base. C'est-à-dire que c'est eux qui vont faire tout ce qu'évoque Cédric, le targeting, etc. Mais je suis d'accord que ça peut être perçu côté producteur comme un vrai problème. quand il a plus de 1000, 2000, 3000 heures de programme, il a tout intérêt alors à créer sa base, à créer ses méthodes. Exactement. C'était ce que je voulais vous dire tout à l'heure au sens double producteur, double casquette du producteur. Oui, moi je conseille vivement à tout producteur de programme, tout créateur-producteur de faire sa propre base de données, de métadonnées. Comme ça bloque tout sujet de propriété. Et vous accordez des droits et sur le programme en tant que tel audiovisuel, enfin l'œuvre, et sur la base de métadonnées. Alors pour moi, là ce que tu dis, Mathieu, tu es au cœur de la problématique. Nous, l'étude qu'on a menée pendant un an, la conclusion, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, utiliser des outils, que ce soit nous ou d'autres, pour justement construire la base au niveau de la prod. C'est-à-dire que nous, des fois, on a des clients, ils font 4-5 séries par an, ou plusieurs docus, etc. Et aujourd'hui, ils n'ont rien, voilà, ils sont tout nus. Mais par contre, effectivement, être capable de faire sa propre base de données sur les décors, les castings, les bios, etc. Tout un tas de choses en fait, que le producteur, en fait, en réalité, a déjà. C'est ça qui est un peu dramatique, je trouve. Et nous, ce qu'on essaie de faire passer comme message, c'est que les producteurs, aujourd'hui, sont riches de cette information-là, qui aujourd'hui a valeur zéro. Et voire même après qui est régénérée derrière, plus ou moins bien par des plateformes. Alors après, évidemment, il y a des statistiques, des données. Il n'y a que les plateformes qui peuvent les créer, parce que tout ce que tu disais, Cédric, là, je te repasse le micro, mais il y a tout un tas de données qui sont vraiment liées à l'audience, le matching, ça c'est normal, c'est la création de valeur de la plateforme. Mais par contre, sur les données de contenu, là, ce que tu viens de dire, ça pour moi c'est très 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 important, et c'est le message qu'on aimerait faire passer plus en fait aux producteurs, c'est vous êtes assis sur une certaine richesse que vous avez déjà essayé de la consolider, il y a une certaine maturité à avoir sur ces sujets-là, mais c'est très très important pour des raisons de... Et je me permets de compléter, il y a une petite contrepartie, c'est que ça demande quand même aux producteurs de créer cette base, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut investir. Créer la base de données, de métadonnées, nécessite quand même un investissement aussi. C'est pas juste une collecte. Derrière, il faut créer un agencement, des filtres, une manière de la présenter. Donc ça demande aussi du coproducteur un effort un peu financier, un peu humain pour la constituer. Il y a des outils qui existent pour des outils. Ça, c'est vous qui savez. Mais oui, elles font ça. Voilà, aujourd'hui, il n'y a plus besoin de se lancer dans la création de sa base proprement dite, mais il faut pouvoir prouver ce que tu disais, voilà. Montrer qu'il y a un effort qui a été fait à la fois en temps, argent, etc. Et le simple fait d'avoir fait cette démarche, de mettre en place un process, un workflow en fait propre et écrit, c'est ça l'effort en fait. Et donc là, on peut dire, le producteur peut dire, j'ai mon workflow et donc c'est ma base. Du coup, je ne peux pas m'empêcher de rebondir, de prendre la balle au bon, mais c'est ce qui fait, quart d'heure pub, mais c'est ce qui fait la valeur de solutions comme la nôtre ou de nos concurrents, c'est que, nous, quand on prend un client qui a 1000, 2000 ou 3000 heures, etc., dans le contrat, en fait, on écrit très clairement qu'on est copropriétaire des données qui sont amenées et des données qui sont générées. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas un vendeur de données, ce n'est pas mon métier. Aujourd'hui, moi, j'enrichis et je permets à des gens de découvrir des contenus. Mais toutes les données que j'aurais générées au passage, les données d'audience, les données de qualification, tout ce que je vous ai expliqué avant, dans nos contrats, c'est très clairement en fait une base de données qui appartient à notre client.
Et lorsque, si le client nous quitte à un moment ou un autre, ce qui peut arriver de temps en temps, il repart avec une copie intégrale de la base de données, qu'on va même lui mettre, parfois ça peut être gros, parfois ça peut être compliqué, parce que ce n'est pas son métier de base. Donc on peut générer à la fin des fichiers Excel s'il fallait, etc. Parce qu'on estime que c'est la richesse qui a été créée ensemble. Et donc c'est plutôt une logique de boîte blanche, contrairement à un Netflix ou un autre, qui est une vraie boîte noire, où en fait on fait confiance. Mais c'est un co-enrichissement. Merci de ces informations. Alors d'abord, je trouve que ça souligne l'importance de la négociation. Parce que forcément, à un moment, on se retrouve avec des données, on va arriver à proposer des données, on doit travailler ensemble parce qu'on a un objectif commun à un moment. Cet objectif est commercial, évidemment, il n'empêche que je me pose dans ma situation, que je lance bientôt une plateforme de diffusion de documentaires, gros machin, pas mal de titres. Sauf que ces titres-là, je les détiens, je les ai acquis d'une certaine manière, je vais les prendre quelque part. Je vais les mettre en diffusion sur mon site, et pour que mon site fonctionne bien, je vais faire appel à des experts. Tiens, à savoir, je ne sais pas quoi, hein, c'est un bon expert. Je vais donc amener ce que j'ai acquis. Je n'ai pas forcément acquis tous ces points sur les données. J'ai acquis l'autorisation de diffuser sur Internet des films. Comment puis-je travailler également, après, comment faire pour travailler véritablement au bienfait de ma plateforme, au bienfait de la diffusion des films, au bienfait de mon entreprise, un tantinet important à un moment, et puis avancer véritablement dans un cadre légal. Parce que là, vous avez parlé effectivement de la relation à la fin. Sauf que moi, quand j'interviens sur un certain niveau, mais que j'ai acquis. Je n'ai pas forcément tout acquis. Comment je fais? Alors là, on finit par cette question-là, parce que je crois qu'il faut libérer la salle. Peut-être une question pour toi. Et après, on peut poursuivre bien sûr les questions dans le couloir si vous le souhaitez. Peut-être que tu peux, Mathieu, je pense que c'est aussi dans le cadre un peu ce que tu dis. La chaîne, en fait, aujourd'hui, c'est quand même, avec le cloud et ça devient de plus en plus compliqué. C'est vrai que, par exemple, Flamefy, Setkeeper, nous-mêmes, on a des prestataires, etc., qui ne sont pas forcément français, qui ne sont pas forcément européens, etc. Comment, en tant que client, qu'est-ce que tu dois vérifier, peut-être dans le nouveau cadre européen, peut-être vraiment très très rapidement? C'est un sujet un peu compliqué. Mais Non, mais en fait, j'aurais envie de répondre la même chose que tout à l'heure sur la production. Constituer votre base de métadonnées. Du coup, vous pouvez tout à fait le faire. C'est une idée, mais vous pouvez vous dire, je vais éviter la difficulté de l'évaporation des données ou de l'absence de droit en la construisant, en la formalisant moi-même. Maintenant, il faut quand même vérifier d'avoir le droit de pouvoir le faire, et les droits de pouvoir le faire, c'est d'avoir des ayants droit, le droit de pouvoir utiliser ces données. Alors, il y en a quand même beaucoup qui sont déjà incluses dans l'œuvre. Utiliser le titre d'une œuvre, utiliser les dialogues, ça fait partie évidemment des droits de propriété intellectuelle qui ont déjà été cédés en amont. Mais tout un tas de données, de métadonnées plus techniques, plus complexes, nécessiterait normalement que vous le fassiez vous-même, ce qui vous permet d'avoir, ce qu'on dit tout à l'heure, cet écran de protection de producteurs de bases de données pour pouvoir ensuite vous l'exploiter sur des plateformes et avec des distributeurs. C'est une solution et qui se fait avec des partenaires techniques. D'ailleurs, vous pouvez être coproducteur d'une base de données avec un prestataire technique, avec un distributeur, peut-être même avec votre ayant droit à qui vous pouvez proposer l'idée et qui serait ravi de le faire avec vous, et vous serez tous les deux coproducteurs de votre base de données, ce qui permet de figer ce droit. Super. Bah, merci Cédric, merci Mathieu, Merci à à vous. tous. Et puis, voilà. Si vous avez des questions, on reste encore disponible quelques minutes. Merci à tous et bon satis.